Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée à Godzilla King of the Monsters, un film qui fait suite au Godzilla de 2014, mais aussi à Kong Skull Island et qui sortira en France le 20 mars 2019. Je vous parlerai surtout des caractéristiques de la puissance et aussi un peu des origines de ces monstres gigantesques qu'on appelle Kaiju ou encore Titans, mais tout d'abord un petit mot sur le Monsterverse. Et oui, ce Godzilla 2 s'inscrit dans ce que Warner Bros et Legendary Pictures ont décidé d'appeler leur cinématique Monsterverse. Et oui, on est au confluent de l'originalité la plus totale, entre les codes de communication geek qui se mondialisent et surtout une grosse envie de remporter un aussi gros succès au box-office que Marvel. Et en toute logique, le véritable couronnement de ce Monsterverse devrait arriver en 2020 avec Kong vs Godzilla, mais pour l'instant, intéressons-nous à ce qui attend le kaiju emblématique de la Toho dans sa prochaine aventure américaine. Et il faut bien reconnaître que visuellement, cette première bande-annonce de Godzilla 2 est selon moi une grande réussite. Pour ce type de film, c'est presque le minimum syndical, mais là on trouve quand même une véritable puissance évocatrice dans ces images à la résonance quasi divine. Du divin certes, mais aussi de l'apocalyptique, et cela ne doit rien au hasard puisque, comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, c'est presque le retour du démon au sens biblique que nous vend ce trailer. Il me semble intéressant de rappeler que notre premier contact avec les titans de Godzilla 2 date de bien avant cette bande-annonce, puisqu'ils étaient présents dès l'excellente scène post-crédit de Kong Skull Island, un film à fois fort sympathique et qui m'avait bien plus convaincu que le Godzilla de 2014. En effet, souvenez-vous, à la toute fin de Skull Island, on découvrait que James Conrad et Mason Deaver, interprétés respectivement par Loki et Captain Marvel, enfin vous voyez ce que je veux dire, découvraient l'existence des autres super espèces de la Terre, remettant donc en perspective la place de l'humanité sur cette belle planète, et les découvraient au sein de Monarch. Bon alors ok, c'était une découverte via des diapositives, après tout l'action se déroulait en 1973, mais c'était quand même sacrément impressionnant de retrouver non seulement Godzilla, mais aussi 3 nouvelles créatures, du moins pour les spectateurs ignorant les films japonais d'origine. Il s'agissait d'abord de Rodan, une sorte de gigantesque ptéranodon, ensuite de Mothra, la mythe géante révérée comme une déesse, et enfin de Ghidorah, le terrifiant dragon à 3 têtes, qui sera la principale menace dans Godzilla 2, et ce n'est pas tout, puisqu'il y avait aussi un affrontement entre Godzilla et Ghidorah. On sait bien que dans ce type de film, ce qui contribue pour beaucoup à la fascination des spectateurs que ça intéresse en tout cas, eh bien ce sont les dimensions ahurissantes de ces monstres et leur capacité de destruction, et là bien sûr on en apprend dans la bande-annonce, mais surtout sur le site de Monarch qui a été mis en ligne pour la promotion du film. Monarch, c'est évidemment cette organisation qui étudie en secret les kaiju et tente d'éviter ou au moins de prévoir leur réveil. Vous remarquerez d'ailleurs au passage que dans le nom Monarch, on retrouve la notion de monarchie, et donc de royauté, qui est un thème assez central dans la définition a priori de la hiérarchie entre ces différents monstres. Puisque Godzilla et son souffle atomique a priori vous connaissez bien, je passe directement à l'analyse de Rodan. Au début du film, Rodan sera encore en stase, une sorte d'hibernation si vous préférez, au cœur d'un volcan situé sur Isla de Mona, une île de Porto Rico dans la réalité, mais que le film pourrait éventuellement rattacher au Mexique, en plus de lui inventer un volcan en activité. Mais au fait, comment Monarch a bien pu réussir à localiser Rodan pour commencer? Tout part de recherches archéologiques et de cette copie d'une représentation précolombienne de Rodan qui s'accompagne d'une note manuscrite d'un chercheur de Monarch qui souligne que le sujet semble surgir des flammes et qu'il serait donc judicieux de lancer une requête de sondage géologique dans les régions volcaniques. Plutôt une bonne idée si on en juge cette image saisissante de Rodan dans le volcan d'Isla de Mona. D'ailleurs, les trouvailles de Monarch révèlent que Rodan est aussi connu en tant que démon de feu ou encore celui né du feu. On retrouve des évocations de son existence dans les temples situés à proximité de presque toutes les régions volcaniques du globe. Sur cette peinture rupestre, le professeur Serizawa, qui était déjà présent dans le film Godzilla de 2014, s'émerveille de l'usage des couleurs, ce qui vient souligner de manière subtile sa fascination et son respect croissant pour les kaiju. Une autre personne, nommée Chen, et qui correspond sans doute au personnage qu'interprétera Zhang Ziyi, remarque l'usage de sang dans les pigments et se demande s'il faut y voir un hommage à ceux morts en combattant le monstre ou plutôt une offrande pour obtenir sa clémence. Et si on sait lire entre les lignes, on a déjà là résumé toute l'ambivalence de Rodan. En effet, il est désigné comme un destructeur, mais au final, il semble surtout se comporter comme un prédateur alpha. Et on peut se dire qu'il y a de bonnes chances que d'abord il combatte Godzilla, mais ensuite il est très possible qu'il s'allie à lui pour faire face à la véritable menace qui pèse sur l'ensemble de la nature, à savoir Ghidorah.
Et on connaît les dimensions de Rodan selon Monarch, il se dresserait à 47 mètres de haut sur ses incroyables serres. Quant à l'envergure de ses ailes, elle s'élèverait à 265 mètres. Quant aux principales capacités et particularités de Rodan, elles sont triples. Tout d'abord, les scientifiques de Monarch estiment que l'onde sonique générée par ces ailes géantes serait capable de souffler des villes entières. Un phénomène que la bande-annonce ne se prive pas de nous montrer, on n'ose pas imaginer la difficulté pour les pilotes de chasse à naviguer à proximité d'un tel monstre du fait des trous d'air et des bourrasques. Ensuite, il y a la peau de Rodan constituée d'écailles à l'apparence rocheuse et qui lui confère une véritable armure, sans doute plus résistante encore que celle de Godzilla par exemple. Vous l'aurez compris, Rodan sera un sacré dur à cuire, au sens propre comme au sens figuré. Ce sera un petit peu le Rocky des titans, enfin sans bras, mais on peut supposer que son bec pourra causer de terrifiantes blessures. Et maintenant que j'y pense, un oiseau préhistorique géant sans bras, voilà qui foutrait sacrément les miquettes au roi Arthur. Enfin, la troisième caractéristique est très révélatrice de l'ordre de puissance entre les monstres, puisque l'évolution aurait doté Rodan d'une peau tellement semblable à la roche volcanique qu'elle lui permettrait de se camoufler à flanc de volcan. Et oui, dit autrement, même si Rodan a dû pendant très longtemps régner sur les cieux, il semble qu'un prédateur encore plus puissant ait soudain fait son apparition. Toutefois, avant de passer directement au roi Ghidorah, je vous propose d'étudier Mothra, ou plutôt la déesse Mothra. Une gravure de Mothra, ou Moshura si on prononce à la japonaise, a été retrouvée par Monarch dans le temple de la mythe situé à Yunnan en Chine. C'est là que la bande-annonce nous montre le cocon de la forme larvaire de Mothra. La notation principale souligne les détails exquis de la gravure et la déification de ce titan par les humains de l'époque. Par ailleurs, cette note, qu'on doit sans doute à Serizawa, relève les motifs des ailes qui seraient évocateurs d'un flux d'énergie, ce qui vient corroborer des théories sur le principal pouvoir de Mothra. Avant d'y venir, il faut savoir que Monarch estime la taille du corps adulte à 16 mètres pour une envergure des ailes de 245 mètres, un peu moins que Rodan certes, mais l'image du déploiement de Mothra reste l'une des plus saisissantes et enchanteresses de la bande-annonce. On peut aussi remarquer les similitudes de thème musical et de colorimétrie entre Mothra et Godzilla, ce qui semble d'emblée les présenter comme de potentiels alliés. Cette ancienne photographie qu'on trouve également dans les archives de Monarch apporte deux informations cruciales. La première, c'est que Mothra aurait été active il y a bien moins longtemps que Rodan, ou Ghidorah notamment. Après tout, on sait que Godzilla avait été réveillé en 1954 suite à la mise en activité du premier sous-marin nucléaire, et il n'est pas du tout impossible que le niveau plus élevé des radiations sur Terre ait sorti Mothra de son sommeil et l'ait lancé dans un nouveau cycle. La deuxième information de cette photo, c'est évidemment la puissante lumière émise par Mothra au travers des nuages. Même si la mythe n'est pas un animal forcément très glorieux dans notre culture, elle appartient au groupe plus large des papillons, ou Lepidoptera, comme souligné par Serizawa, sur cette image d'une autre peinture rupestre. Là encore, il ressort clairement que les humains révèrent Mothra et qu'elle est source de lumière. Et si on en croit les mythes et légendes réunis par Monarch, cette ange des cieux serait capable d'émettre une lumière divine tellement puissante qu'elle briserait les cieux. Selon les chercheurs étudiant Mothra à l'état larvaire dans le temple du Yunnan, elle serait capable, une fois arrivée à l'état adulte, d'émettre des ondes de bioluminescence qui seraient canalisées par ses ailes pour lui permettre de générer des rayons aveuglants et destructeurs d'une immense puissance. Et si on s'en remet cette fois aux très nombreuses incarnations de Mothra dans les films japonais de la Toho, on sait qu'elle est étroitement associée à la notion de cycle naturel et qu'elle pourrait éventuellement renaître après une mort apparente. Parmi tous les titans, il ne fait aucun doute que Mothra est perçue comme la moins menaçante. Elle devrait jouer un rôle d'allié de Godzilla et peut-être même de médiateur entre humains et titans, notamment grâce à la technologie développée par le docteur Emma Russell. C'est le plus grand, c'est le plus dangereux, je sais que vous l'attendez. Il s'agit bien sûr du roi Ghidorah, et même si les autres monstres sont classés comme Titanus, ce n'est pas son cas puisqu'il est tout simplement classé par Monarch comme inconnu. Selon moi, on peut y voir un indice très net de l'origine extraterrestre de Ghidorah qui le caractérise déjà dans ses premières incarnations dans la filmographie japonaise. Et ce statut de créature étrangère au monde, car venue de l'espace, est très important puisqu'il implique potentiellement une attitude fondamentalement différente de celle des titans, même les plus destructeurs. Sur cette peinture rupestre, Serizawa le désigne déjà de deux appellations, le monstre zéro et celui qui est plusieurs. Il s'agit évidemment d'une référence biblique et directe à celui qui est Légion, le seul démon nommé du Nouveau Testament. La doctoresse Vivienne Graham ajoute qu'une inscription sumérienne le désigne comme la chanson de mort des trois orages. Ghidorah a été retrouvé pris dans les glaces de l'Antarctique et Monarch estime qu'il représente une menace d'extinction globale pour l'humanité. Il faut bien dire que c'est le plus grand des monstres et de loin puisque sa hauteur avoisine les 160 mètres et que son envergure reste inconnue mais dépassant certainement les 300 mètres. Et si vous posez encore des questions, que vous n'êtes pas vraiment convaincu du statut extraterrestre de Ghidorah, qui le met en dehors de la nature, contrairement aux autres titans, ce qui est vraiment important, eh bien il y a un autre petit indice éventuel, puisque Monarch indique qu'on retrouve des traces d'aurum, d'or tout simplement, qui est dans la peau de Ghidorah,
et qui l'aide à conduire l'électricité. Or, des recherches très récentes, une théorie qui est en passe d'être confirmée, indique que l'origine de l'or, c'est la rencontre de deux étoiles à neutrons. Mais surtout, la présence de cet or devrait donc participer à la capacité de Ghidorah à conduire le courant bioélectrique qu'il est capable de générer et, comme on le voit aussi bien sur la peinture ancienne que dans le trailer, capable de cracher sous forme d'éclairs dévastateurs. On sait aussi par ailleurs que Monarch a observé des densités différentes dans les cerveaux des trois têtes, ce qui laisse supposer des capacités différentes et potentiellement une capacité de décision spécifique à chaque tête. Enfin, en associant les analyses des tendons des ailes et de la capacité bioélectrique de la créature, Monarch craint que le vol de Ghidorah ne provoque d'incroyables ouragans d'éclairs, ce que vient gentiment nous confirmer la bande-annonce au grand désarroi d'Eleven et des États-Unis. On trouve même un cliché de Ghidorah en vol qui correspond forcément au déroulement du film, et si on entre les coordonnées indiquées, on découvre qu'il survole l'océan austral depuis l'Antarctique, sans doute en direction des alentours d'Isla de Mona. Enfin, Monarch a pu identifier des traces de griffures et brûlures sur le corps gigantesque, et ces blessures viennent confirmer ce qu'annonçait la peinture rupestre révélée à la fin de Kong Skull Island, à savoir l'antique conflit qui a déjà opposé Godzilla à Ghidorah. Reste maintenant à savoir qui l'emportera pour asseoir sa domination sur toutes les autres super espèces de la Terre. Bon, je sais bien que le suspense n'est pas foufou, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est la façon dont Godzilla arrivera à vaincre Ghidorah. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça aide et ça fait toujours plaisir. Et sachez que dans les prochains jours, au moins d'ici la semaine prochaine, je ne publierai a priori pas d'autres vidéos, mais je me rattraperai dès la deuxième quinzaine d'août et surtout en septembre. Et puis évidemment on approche, au moment où je publie cette vidéo, les 200 000 abonnés, et lorsqu'on les atteindra, en tout cas dès que possible, je mettrai à votre disposition la vidéo très attendue par le monde entier. Je sais bien, vous êtes comme des petits foufous, de moi en train de faire un saut à l'élastique. Alors bon, je sais que ce n'est pas forcément dans les thématiques au cœur de la chaîne, mais c'est juste pour faire un petit clin d'œil, un petit truc sympa pour marquer le coup pour ces 200 000 abonnés. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!